Alors, bon lundi matin tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin et pas ailleurs en ce beau lundi de début d'été. Journée très chaude en perspective. Donc, bienvenue à ce webinaire de Montréal International organisé en collaboration avec Ernst Young. Donc, on va faire ça en duo ce matin. Donc, je commence évidemment par notre invité. C'est Stéphane Leblanc, associé fiscaliste chez Ernst Young. Donc, bienvenue, Stéphane. Merci. Bonjour tout le monde. Et je me présente, Christian Bernard, économiste en chef et vice-président communication marketing à Montréal International. Donc, comme je vous le disais, on va faire ça en duo. On va vous présenter en synthèse les 106 stages du portrait de la situation économique et financière dévoilé vendredi dernier par le gouvernement du Québec. Alors, ce que je vous propose, c'est que je commence. Pendant une dizaine de minutes, je vais vous présenter le portrait macroéconomique de la situation du Québec. Et par la suite, je vais céder la parole à Stéphane qui, pour sa part, va vous résumer les principales mesures de cet énoncé qui touchent les entreprises. Donc, il va falloir patienter pour avoir le dessert. Donc, je vais commencer sans plus tarder par vous dresser un bref portrait d'horizon de la situation macroéconomique du Québec telle qu'elle a été présentée donc, dans le document. Et puis, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas hésiter pendant toute la période du webinaire pour poser vos questions dans la zone de clavardage. Je me propose d'animer cette période de questions-réponses par la suite. Et évidemment, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut avoir de l'interaction avec vous, les participants à ce webinaire. Donc, on a un petit PowerPoint, là, une petite vingtaine de diapositives. Alors, je commence maintenant et puis par la suite, je passerai la rondelle à mon ami Stéphane. Alors, ce qui a été, avant de rentrer dans les chiffres détaillés pour ce qui est du Québec, je pensais que c'était intéressant de faire un petit tour d'horizon de la planète pour commencer. Alors, évidemment, vous le savez, c'est pas mal plus qu'une crise sanitaire que l'on vit depuis la fin de l'année 2019. C'est également une crise économique sans précédent. Alors, vous voyez, j'ai rassemblé là, les prévisions de croissance du PIB de différents pays pour 2020 et 2021. Évidemment, ce virus-là a commencé en Chine à la fin de l'année 2019, mais après ça, ça a vite affecté la plupart des pays occidentaux, la plupart des pays du monde également. Vous voyez les prévisions pour le monde en 2020 de moins 3% de ralentissement économique. Pour vous donner une petite ordre de comparaison, lors de la récession en 2009, l'économie mondiale s'était contractée d'à peine 0,1%. Alors là, on change évidemment de ligue. Mais la bonne nouvelle, c'est que la situation va beaucoup mieux dans bon nombre de pays occidentaux. L'épicentre de la pandémie semble se déplacer en ce moment vers l'Amérique latine, mais si on regarde nos principaux partenaires économiques, les prévisionnistes font preuve d'un optimisme assez prudent, mais optimiste quand même intéressant à souligner. Là, donc, on va retourner en situation de croissance positive dès 2021. En fait, la Chine, dès cette année, en 2020, si vous regardez la bande framboise, mais sinon, 2021, la situation va s'embellir un peu partout, notamment au Canada et aux États-Unis, au fur et à mesure que le déconfinement va s'accélérer. Ce qui a fait le plus mal au cours des dernières semaines, c'est la fermeture des frontières. C'est beaucoup la diminution du commerce mondial. The Economist estime que la chute du commerce mondial a été de l'ordre de 23%, sera de l'ordre de 23% en 2020. Et donc, évidemment, ça va avoir un effet à la baisse sur les principaux indicateurs de croissance économique. Alors, si on regarde maintenant plus près de nous,
Au Québec, ce qui a été publié la semaine dernière. Donc, vous voyez qu'une contraction assez sévère, une contraction sans précédent, en fait, de l'économie québécoise de moins 6,5 %, à peu près dans les mêmes eaux que Canada et États-Unis. Le monde, dans sa globalité, va être un peu moins affecté. Et il faut s'attendre à ce que l'économie, que le niveau de PIB du Québec atteigne celui de 2019, donc avant le début de la crise, seulement quelque part à la fin de l'année 2021, voire au début de l'année 2022. C'est la même situation pour les autres pays occidentaux. C'est quand même assez incroyable lorsqu'on sait que c'est à peu près 40 % de l'économie québécoise qui a fermé complètement durant les mois de mars et d'avril avant le début du déconfinement. Donc, si on laisse le PIB pour quelques instants puis on se concentre sur les finances publiques, la bonne nouvelle, c'est que le Québec nous avait habitués ces dernières années à des surplus budgétaires et donc le Québec est bien positionné pour faire face à cette crise économique sans précédent. Comme je le disais plus tôt, Québec s'attend en fait à un déficit budgétaire d'à peu près 15 milliards, 14,9 milliards pour être plus précis. En 2021. Mais la bonne nouvelle, c'est que la réserve de stabilisation va venir l'éponger parce qu'elle est à peu près du même niveau. On s'attend, cela dit, à des déficits pour les 5 prochaines années. Alors, le gouvernement présentera éventuellement son plan de retour à l'équilibre budgétaire. Mais je pense qu'on peut envisager l'avenir avec une relative sérénité en raison du fait que les différents gouvernements au cours des dernières années qui se sont succédés à Québec ont fait le ménage dans les finances publiques. Et puis, pour ce qui est du déficit de 15 milliards qu'on va connaître cette année, essentiellement, il se divise en 3 volets. Il y a une baisse des revenus autonomes, donc pour le gouvernement, donc moins d'impôts puis moins de revenus de taxes qu'initialement anticipé, évidemment. Donc, on parle d'à peu près 5 milliards. Ensuite, le gouvernement qui s'est ajusté puis qui a injecté de l'argent dans l'économie pour faire face à cette crise sanitaire. Et c'est là-dessus que va nous entretenir Stéphane dans les prochaines minutes. Donc, le gouvernement a injecté plus de 6 milliards de dollars pour gérer la crise sanitaire. Et finalement, en bon gouvernement prudent, le gouvernement se prévoit une marge de manœuvre de 4 milliards de dollars, notamment pour faire face à une deuxième vague, si deuxième vague il y a à l'automne. Et c'est ce qui rend les prévisions difficiles et ce qui fait en sorte que c'est une bonne chose que de prévoir un tel coussin. C'est que la situation actuelle est extrêmement difficile à prévoir. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, c'est important d'être prudent puis pour être en mesure de faire face à toute éventualité au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Alors, si on regarde maintenant le ratio dette-PIB, là aussi, je pense qu'il faut être relativement optimiste dans la mesure où la situation est sous contrôle. Vous voyez là que le ratio dette-PIB, avec le déficit budgétaire et ceux qui sont à venir, fait en sorte qu'on passe au-dessus de la barre symbolique des 50 %. Mais cela dit, c'est un niveau qui est plus faible à celui qui était en vigueur là durant le milieu des années 2010 et aussi plus faible que les niveaux atteints à la suite de la récession de 2018-2019. Puis évidemment, dans le document que Québec a publié la semaine dernière, il était souligné que pour plusieurs agences de notation qui évaluent la qualité du crédit du Québec,
la perspective était plutôt stable pour les années à venir. Donc, on peut dire que la situation est sous contrôle également à ce niveau-là. Si on regarde maintenant la situation de l'emploi, bon, évidemment, je vous l'ai dit précédemment, l'économie a fermé d'à peu près 40 a fermé 40 de son activité au cours des dernières semaines. Alors ça a eu un impact assez brutal sur l'emploi. Encore une fois, c'est une chute historique. Là, on parle de moins 229 000 emplois que le Québec va perdre en 2020. La bonne nouvelle, c'est qu'il va les récupérer assez rapidement également. Donc là, on parle vraiment d'une récession plus en forme de V, en ce qui concerne notamment la croissance du PIB et la croissance de l'emploi à venir. Donc ça, c'est les prévisions du ministère des Finances du Québec. Évidemment, il y a des secteurs qui vont déconfiner plus lentement. Puis il y a des secteurs aussi qui vont tarder à reprendre, à refaire le plein d'emploi. Alors, c'est pour ça que la croissance de l'emploi en 2021 ne sera pas aussi forte que la baisse de 2020, mais sur le moyen terme, la situation devrait revenir à la normale. Même chose au niveau du taux de chômage, où le taux de chômage a presque doublé, va presque doubler entre 2019 et 2020, sauf que la situation va progressivement revenir à la normale. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce choc conjoncturel, en fait, c'est que la crise du coronavirus ne va pas venir freiner le ralentissement démographique et le vieillissement de la population au Québec, qui sont des enjeux structurels et qui va continuer de pousser le taux de chômage vers un taux de plein emploi au cours des prochaines années. Phénomène assez intéressant pour ce qui est du Québec, c'est que la pandémie a affecté l'économie de façon très importante durant les mois de mars et d'avril. C'est là essentiellement que l'emploi a chuté de façon assez drastique, mais dès le mois de mai, l'emploi a rebondi au Québec. Vous le voyez sur la diapositive qui est présentée en ce moment. L'emploi a augmenté de 6,5 au Québec, plus qu'en Ontario, qui a continué en fait de voir son emploi ralentir au mois de mai, et alors que la Colombie-Britannique a augmenté de 2 Et c'est de bonne augure parce que, bon, ça démontre que les fondamentaux économiques sont bons, que c'était vraiment, c'est vraiment les mesures de restriction, les mesures de confinement qui, en mars et avril, ont durement frappé le Québec. Mais là, vous l'avez vu, l'économie a commencé à se déconfiner en mai. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va se poursuivre en juin, toutes choses étant égales par ailleurs, comme les économistes aiment bien dire. Puis je pense que c'est un adage qui est à propos dans le contexte actuel d'incertitude. Donc, je me permets de le répéter. Là, toutes choses étant égales par ailleurs, l'emploi devrait continuer de s'accélérer au cours des mois à venir. D'autant plus que le déconfinement, comme vous le savez, se fait en retard. Pour ce qui est de la grande région de Montréal, qui est la locomotive économique du Québec. Et donc, les effets du déconfinement commencent à peine à se faire sentir dans le Grand Montréal. Et déjà, pour le mois de mai, l'emploi a rebondi à Montréal avec plus 5,3 de croissance, alors qu'il était toujours en territoire négatif à Toronto et à Vancouver, comme vous le voyez à l'écran. Et là, avec, je pense que c'est notamment les restaurants aujourd'hui dans le Grand Montréal qui réouvrent, le tourisme qui va recommencer cet été. Beaucoup d'argent vont être investis dans l'économie du Québec en raison du fait que les frontières sont toujours fermées. Donc, les emplois vont recommencer à augmenter dans plusieurs secteurs et donc, on peut s'attendre à ce que la courbe de croissance de l'emploi à Montréal s'accélère au cours de l'été. Alors, comment ça se décline la croissance de l'emploi par secteur? Vous voyez la situation Québec-Ontario, Québec étant la bande bleue.
Essentiellement, plus les secteurs requièrent une grande proximité physique, bien évidemment, plus l'emploi a chuté entre mai 2019 et mai 2020. Donc, c'est sans surprise là, que, évidemment, les services d'hébergement, de restauration en ont pris pour leur rhume près de 50% de perte d'emploi, autant au Québec qu'en Ontario. Alors qu'à l'autre bout du spectre, quand vous regardez dans le bas du graphique, services professionnels, scientifiques et techniques, finances, assurances, services immobiliers de location, bref, des secteurs où le télétravail est possible. Puis il y en a plusieurs qui, comme moi, se sont rendus compte que grâce aux technologies, on peut être pratiquement tout aussi efficace en télétravail qu'au bureau. Et donc, c'est pour ça que ces secteurs-là ont notamment été moins touchés par la pandémie. Maintenant, si on regarde, puis je vais terminer là-dessus, plus près de la mission de Montréal International, si on regarde la situation des investissements privés, donc les investissements des entreprises au Québec, je vous rappelle que Montréal International est une agence de promotion des investissements. Donc, notre cœur de métier, c'est d'accompagner des entreprises étrangères dans leurs projets d'investissement dans la région métropolitaine de Montréal. Et bien évidemment, avec toute l'incertitude, puis les mesures de confinement au cours des dernières semaines, le gouvernement s'attend à ce que l'investissement privé non résidentiel des entreprises au Québec va baisser d'environ 15% en 2020. Les investissements gouvernementaux vont prendre la relève pendant cette période parce qu'évidemment, les gouvernements vont investir davantage là, pour contrebalancer le ralentissement de l'activité économique du côté du secteur privé. Et on s'attend, cela dit, à ce que les investissements des entreprises reprennent dès 2021. Pour ce qui est de Montréal International, notre pipeline était plutôt bien garnie au moment du choc de la pandémie. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à pareille date en 2019, on est en avance de 1% au niveau des investissements étrangers que l'on a accompagnés à ce jour en 2020. Donc, ça regarde plutôt bien et on a pris l'habitude depuis le début de la pandémie de sonder les entreprises étrangères qui sont présentes sur le territoire montréalais. On les appelle les filiales de sociétés étrangères et on a fait 3 coups de sonde. Et ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est le plus récent coup de sonde qu'on a réalisé au mois de juin, il y a quelques jours. Et les résultats sont vraiment très similaires aux 2 premiers coups de sonde, à l'effet qu'à peu près 60% des filiales étrangères ont l'intention de maintenir leur investissement au Québec et à Montréal une fois que la situation se sera stabilisée. Donc, on peut s'attendre à ce que, évidemment, les investissements des entreprises, notamment étrangères en ce qui concerne nos activités à Montréal International, vont se remettre à reprendre, vont reprendre en fait. Évidemment, toutes choses étant égales par ailleurs, si la situation continue à s'améliorer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc voilà, je te fais une passe sur la rondelle, mon ami Stéphane. Je te laisse poursuivre avec les mesures qui touchent les entreprises. Et puis, je rappelle à tous les participants que vous pouvez évidemment poser vos questions dans la zone de clavardage. On pourra y répondre à la fin de la présentation de Stéphane. Merci. Christian, j'ai peut-être juste une question avant de commencer. Dans le fond, le gouvernement du Québec ne prévoit pas là, un genre de W. Là. On est vraiment dans une récession en V avec une reprise. Présentement, dans ce qu'ils ont prévu, il n'y a pas de potentiel, mettons, de deuxième vague avec un autre impact économique. Là. C'est comme ça qu'ils ont bâti, hein, vraiment leur prévision financière. Exact. Ils ont juste prévu un petit coussin de 4 milliards si jamais il y avait une deuxième vague. Mais cette deuxième vague-là, ils n'ont pas prévu que ça allait affecter de façon négative leurs principaux indicateurs macroéconomiques. OK, parfait. Excellent. Donc, dans le fond, il n'y a pas de nouvelle mesure fiscale qui a été annoncée là, dans l'énoncé économique. On en apprend un peu plus sur tout le coût de la crise sanitaire là, avec les différentes mesures. Ça, je vais passer à travers de ça avec vous. Une chose qu'on appréhendait aussi, c'était de voir est-ce que le budget qui a été annoncé le 10 mars, quelques jours avant qu'on mette le Québec sur pause, est-ce que ce budget-là, est-ce que les mesures qui étaient annoncées étaient pour rester? Et on constate que oui.
Donc, je vais aussi passer un peu à travers les mesures qui touchent les entreprises qui étaient dans ce budget-là, qu'on a vite oublié, hein, parce que quelques jours après, on se mettait tous sur pause, on avait d'autres choses à penser que le dernier budget qui venait d'être déposé dans la même semaine. Là. Donc, je vais faire un tour d'horizon aussi là, des quelques mesures qui étaient annoncées, qu'on va se rappeler, qui sont déjà en vigueur, donc qui vont rentrer plus tard. Donc, au niveau, bon, il y a un coût direct là, de la crise sanitaire de 6,7 milliards pour l'année 2020-2021, qui est la nouvelle prévision de ce que va coûter la crise au gouvernement du Québec, vraiment un coût direct. Le système de santé, ben, on s'attendait à ça. Là, c'est 3,7 milliards de plus dans le système de santé pour une année. Donc, les dépenses passent de 47,8 milliards à 51,3 milliards. Ce qui est énorme. Là-dedans, grosso modo, il y a 3 postes principaux. Là, la majoration des salaires temporaires dans le secteur de la santé, dans le système de la santé pour les gens qui sont au front. Là. Donc, il y a eu une augmentation de salaire temporaire qui est là. Ça coûte 878 millions. Et tout le matériel, les masques, les appareils, tout ce qui pour faire face à la crise. Donc, c'est 2,3 millions 2,3 milliards, qui est quasiment 2,4 que ça coûte au gouvernement avec les tests de dépistage et tout ce que cela entraîne. Et également, il y a un 428 millions qui a été mis dans le soutien à la population, les gens en détresse, la santé mentale et ces choses-là. Donc, on a quand même 3,7 milliards de 6,7 qui va au système de santé. Au niveau des actions qui ont été prises, si on y va brièvement pour les travailleurs puis les particuliers, on en a pour 980 millions. Dont là-dedans, il y a eu 534 millions qui étaient pour soutenir le maintien à l'emploi des travailleurs et 446 millions qui étaient pour le soutien des Québécois, en gros. Donc, une des choses qui coûte des sous au gouvernement, c'est le report des paiements d'impôts qui est au 1er septembre. Ça, c'est 4,5 milliards de report d'impôts que tous les Québécois ensemble, on va bénéficier, ceux qui en profitent. Fait que ça a un coût indirect là, pour le gouvernement. C'est des entrées de fonds qui vont arriver plus tard. L'accélération du taux unique des taxes scolaires, ça avait été annoncé dans l'autre budget d'avant sur 2 ans. Il restait encore 2 années et là, on a devancé ça. Puis là, c'est dès cette année qu'on accélère le taux unique de taxes scolaires. Donc, on tombe à un taux unique dès cette année. Ça aussi, ça a un coût pour le gouvernement. Il y a eu la suspension des remboursements de prêts étudiants. Il y a 300 000 étudiants qui ont été touchés ou des Québécois qui avaient à rembourser des prêts étudiants, donc qui n'ont pas à rembourser ou le remboursement est retardé, il est suspendu. L'autre mesure, qui est une mesure fédérale, mais que le Québec a harmonisé, 25 des retraits minimums offerts, qui a eu une réduction, là, qu'on n'est pas obligé, les personnes de 71 ans et plus, ils peuvent baisser de 25 le retrait minimum offert. Donc, ça aussi, ça a un coût pour le gouvernement. Prêt pour les ménages se trouvant sans logis, programme d'aide temporaire aux travailleurs. Ça, c'est un programme qui a été assez à court terme. Là, il est terminé le 10 avril, mais quand la PCU du Canada est arrivée. Le programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels, ça, c'est 100 $ par semaine. Ça aussi, c'est une mesure qui a coûté des sous. Soutien de frais de garde, recrutement des travailleurs agricoles, ça aussi, c'est un autre 100 $ par semaine pour favoriser le recrutement au niveau des travailleurs agricoles parce qu'ils ont besoin d'un coup de main. Donc, toutes ces mesures-là ont coûté 980 millions au gouvernement. Dans le reste des mesures, c'est 2 milliards pour appuyer l'économie. Dans le fond, c'est des mesures qui ont été annoncées depuis le 15 mars, grosso modo. Entre autres, une importante, c'est l'accélération des investissements en infrastructure. Donc, on a devancé pour 2,9 milliards de travaux d'infrastructure. Le plan pour cette année on avait un plan de 11 milliards d'infrastructures. Là, maintenant, on est rendu à 13,9 milliards. Fait que si vous voyez des travaux là, partout au Québec, mais c'est normal. Le gouvernement, là, dans son année de 2020-2021, va dépenser 13,9 milliards. Donc, ça devrait aussi aider là, à l'économie là, avec tout le secteur de la construction. Le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, le PAC, ça, c'est une garantie de prêt. Ça, le gouvernement dit que ça a une incidence économique d'environ 2,9 milliards. Ce n'est pas le coût pour le gouvernement. Là. Le gouvernement va donne des garanties de prêt avec Investissement Québec. On commence à avoir des applications qui sont faites qui commencent graduellement à être acceptées. Donc, Investissement Québec qui gère ce programme-là, mais c'est des garanties de prêt.
Et il y a le programme d'aide d'urgence aux PME. Ça, on dit que ça a des retombées d'environ 250 milliards sur l'économie. Ça aussi, c'est des prêts ou des garanties de prêts vraiment ciblés aux petites et moyennes entreprises. Ça, c'est géré par les MRC, donc c'est des prêts de 50 000 $ et moins. Dans les deux cas, c'est des prêts pour aider au fonds de roulement. Puis des sociétés qui sont affectées là, par la crise. Donc, il faut aller soit à Investissement Québec ou MRC pour aller chercher ces prêts-là si on en a besoin. L'autre élément qui a été fait, c'est la contribution du Québec au programme d'aide d'urgence pour les loyers commerciaux. Au Canada, il y a le programme, donc dans le fond, il y a 50% de la baisse de loyer qui est absorbée par le gouvernement, 25% par le locataire et 25% par le propriétaire. Le Québec est venu bonifier ça en donnant la moitié de ce que le propriétaire était supposé d'absorber. Le Québec va donner cette moitié-là. Donc, pour les propriétaires du Québec, pour aider à ce que les propriétaires soient encouragés à offrir ça, donc, on baisse là, à 12,5 % le coût pour le propriétaire parce que le Québec va absorber une partie de la perte que normalement le propriétaire aurait dû absorber dans le programme du Canada. Donc, ça s'en vient. Là, je pense qu'on n'est pas encore capable de faire les applications, mais c'est quelque chose qui a été déjà annoncé, mais qui s'en vient, qui n'a pas été encore, j'ai pas vu de sous encore chez mes clients, entre autres, là, qui ont été chercher ce montant-là, mais c'est quelque chose qui s'en vient. On va pouvoir faire application. L'autre également, versement accéléré des crédits d'impôt aux entreprises. On aurait accéléré pour à peu près $1 milliard qu'on a retourné aux entreprises plus rapidement que normalement. Le report des impôts et des taxes, ça représente un report de 8,9 milliards pour les entreprises au Québec. Donc, ça a donné quand même du cash flow aux entreprises qui ont pu reporter leurs impôts. Et ça, on n'avait pas de visibilité sur les chiffres encore, mais ça, on voit là, que la prévision, c'est qu'il va y avoir un report overall d'impôts de 8,9 milliards. Par contre, dans ces cas-là, autant au niveau des individus qu'au niveau des entreprises, quel va être l'effet? Parce que la journée que c'est un report, mais il va falloir faire le paiement à un moment donné. Là. Donc, les entrées vont être là, mais il va y avoir un impact aussi au niveau des entreprises là, sur les liquidités quand ça va être le temps de faire ces paiements-là. Mais également, peut-être que c'est des paiements qui ne rentreront pas nécessairement parce que il y a plusieurs sociétés qui sont à perte. Ou des baisses importantes de revenus, de profits. Donc, mais il va quand même falloir payer cet impôt-là pour ceux qui sont en situation de profit encore. Suspension, l'autre effet sur les entreprises également, suspension des frais, des pénalités pour Hydro-Québec, par Hydro-Québec, moratoire des remboursements de prêts avec Investissement Québec, mesures de soutien aux respirateurs pour la SAC. Donc, c'est toutes des mesures qui ont été mises en place pendant la crise pour aider d'une façon ou d'une autre les entreprises. Et tout ça aura eu un coût d'environ 2 milliards ou une prévision de coût de 2 milliards de dollars pour l'exercice du gouvernement de cette année de 2020-2021. Donc, je vais passer maintenant aux mesures du budget. Je pense que le budget, il a été, on a eu quelques mesures qui ont été annoncées, puis je pensais peut-être prendre 5 minutes pour regarder quelques mesures qui ont été annoncées, là, parce que, comme je disais tantôt, il a vite passé aux oubliettes, étant donné la crise qui est partie tout de suite après. Juste une chose pour mettre en perspective, par contre, les mesures qui touchaient les entreprises dont je vais vous parler, c'est environ 600 millions sur 5 ans. Donc, on est loin là, du 2 milliards en quelques mois qui va avoir été injecté. Ou du 6,7 milliards du coup. Là, on est très loin de ça. Et je pense que c'est pour ça que les mesures ont resté là, même si au dépôt de l'énoncé économique, ils ont quand même conservé les mesures qui étaient annoncées dans le budget. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. La première mesure, c'est le crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation, le C3I. Dans le fond, c'est une refonte un peu du crédit d'impôt à l'investissement qui était là. Mais avec des nouvelles zones, donc puis une bonification également. Donc, ce crédit, il va remplacer le crédit d'impôt à l'investissement qui est en vigueur également. Par contre, il va rouler en parallèle pendant 1 an ou 2, le temps que le crédit d'impôt à l'investissement, lui, prenne fin, puis c'est celui-là qui prend la relève, mais il est déjà admissible. Donc, depuis le 10 mars 2020, les acquisitions que vous avez faites, soit de matériel de fabrication transformation, de matériel informatique, ou certains logiciels de gestion, vous pouvez avoir un crédit d'impôt, puis le crédit va varier selon la zone dans laquelle l'entreprise est située.
On parle des acquisitions de biens qui excèdent 5 000 et plus pour quand on est en matériel informatique ou logiciel, ou 12 500 quand on est en matériel de fabrication-transformation. Les taux de crédit varient selon les zones. Dans l'ancien crédit d'impôt à l'investissement, on était basé sur les régions. Mais là, maintenant, on est vraiment basé sur les zones et on a utilisé les indices de vitalité économique de chacune des zones. Ce rapport-là est fait par MRC. Donc, on a identifié 3 zones de vitalité économique et le taux de crédit varie en fonction de ces zones-là. Donc, si vous êtes dans la zone la faible vitalité économique et les MRC, vous pouvez trouver ça facilement sur le web, là, les MRC qui sont dans cette zone-là, puis ça varie des régions. Là. Il y en a dans la Naudière, il y en a dans plusieurs régions du Québec. Puis il y a certaines régions qui ont des MRC qui ne sont pas dans une zone à faible vitalité, alors que d'autres le sont. Donc, c'est pas par région administrative, mais vraiment par MRC. Donc, c'est 20 le crédit à ce niveau-là. 10 si vous êtes dans la zone à haute vitalité économique. Celle-là est facile, là, c'est la communauté urbaine de Montréal, donc le Grand Montréal puis le Grand Québec. Donc, c'est les 2 zones où on est à 10 et le reste, si vous n'êtes pas à faible et vous n'êtes pas à haute vitalité économique, bien, on est dans la zone intermédiaire. Puis également, on peut trouver là, autant les villes qui sont dans la communauté de Montréal, métropolitaine de Montréal et les villes qui sont dans la communauté urbaine de Québec. On peut trouver ça également sur le net, là, quelle ville fait partie de la communauté. Là. Je pense qu'on l'a vu également lors du déconfinement. On voulait savoir jusqu'où allait le Grand Montréal, puis c'est quand même assez grand le Grand Montréal. Donc, on peut, mais les listes existent. Là, fait que vous pouvez voir si vous êtes dans une zone à 10, 15 ou 20 au niveau du crédit. C'est un crédit d'impôt qui est remboursable pour certaines sociétés. Il va être remboursable à 100 si la société a un actif et un revenu brut de moins de 50 millions. Le fait qu'il soit remboursable va être réduit proportionnellement si le revenu brut ou les actifs sont entre 50 et 100 millions et complètement éliminé si vos actifs ou vos revenus bruts sont de 100 millions et plus. Donc, il est remboursable, mais selon la taille de l'entreprise, ça va varier et il devient non remboursable au-dessus de 100 millions. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est déjà en vigueur, comme je disais tantôt, depuis toutes les acquisitions depuis le 10 mars. Et le programme, pour l'instant, est prévu pour les acquisitions les acquisitions avant 2025. Donc, on a un 4 ans d'acquisition qui peut être réclamé ou on pourra réclamer ce crédit-là. Je pense que c'est un crédit qui aide là, beaucoup dans les projets d'investissement puis qui peut faire une différence des fois dans les décisions d'affaires. Le prochain, c'est la déduction, c'est le DICI ou la déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec. Ça, c'est une mesure qui n'est pas encore en vigueur. Elle va être en vigueur pour les années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 2020. On peut se préparer là, à l'avance, voir venir ça. Ce que c'est, grosso modo, c'est qu'on va venir réduire le taux d'imposition de 11,5 à 2 sur le revenu qui provient d'un actif de propriété intellectuelle admissible. Donc, c'est quoi ça? Une propriété intellectuelle qui, par exemple, un brevet ou un certificat de protection supplémentaire qui a fait l'objet d'une demande après le 17 mars 2016 ou un logiciel protégé par des droits d'auteur qui a été protégé après le 10 mars 2020 ou qui a été créé après le 10 mars 2020. Puis également qu'on a de la R&D qui a été faite au Québec, en tout ou en partie au Québec, pour obtenir ces brevets-là ou les droits d'auteur sur les logiciels. Donc, si on est capable d'identifier le revenu imposable qui provient de cette technologie-là qu'on a fait breveter, qui est juridiquement protégé, on va avoir sur le profit qui vient de là, on va avoir une baisse du taux d'impôt de 11,5 à 2 Ce qui n'est pas évident, c'est la formule. Bon, il y a une formule compliquée où on va utiliser les recettes brutes, on va utiliser un rendement de base, également la proportion des activités d'R&D qui a été faites au Québec versus ailleurs à l'extérieur du Québec. Et tout ça pour arriver à quel est mon revenu imposable que j'ai gagné dans une année qui provient d'un bien qui est un actif incorporel là, qui qualifie et que donc on va avoir un taux d'impôt réduit. La clé là-dedans pour les entreprises, ça va être vraiment d'aller identifier. Si vous avez un brevet qui qualifie ou vous travaillez à la création d'un logiciel présentement qui qualifie, la clé, ça va être d'identifier le revenu brut, qui est une partie importante de la formule, qui provient de cette activité-là. Des fois, ça peut être facile parce que on a créé un logiciel, puis on va réclamer 100% de nos revenus proviennent de ce logiciel-là. Dans d'autres cas, par exemple, dans le domaine manufacturier, ça peut être plus difficile si je fais une innovation pour une partie de ma ligne de production, mais comment j'identifie la totalité le revenu qui est attribuable à cette innovation-là?
Donc, là, ça devient plus compliqué à identifier. Donc, des fois, dans nos systèmes, il faut essayer de voir si on est capable d'identifier ça va être quoi mon revenu. Puis, on va probablement avoir aussi des façons de faire du gouvernement. Là, je pense que les gens n'ont pas focusé sur ce programme-là à cause de la crise, mais dans les prochains mois, moi, je m'attends à ce qu'on ait des clarifications sur comment établir, dans certains cas particuliers, entre autres, que le revenu provient là, vraiment de la commercialisation de l'innovation. Donc, ça s'applique à partir du 31 décembre, pour les années d'imposition des sociétés qui vont commencer après le 31 décembre 2020, cette mesure-là. La prochaine mesure, c'est le crédit d'impôt Capital Synergie. Ce crédit-là, quand je l'ai vu dans le budget le 10 mars, là, avant qu'on soit tous confinés, je disais, hey, ça, c'est intéressant comme crédit, c'est super. Et je pensais à mes collègues de capital de risque, à mes anges qui investissent dans des startups et à tous ces gens-là. Malheureusement, on ne vise pas ça. On ne vise pas les institutions financières, on ne vise pas le capital de risque, on ne vise pas des anges investisseurs. Ce qu'on vise à bonifier, c'est vraiment d'aller créer du capital de synergie. Ça veut dire que j'ai une grande entreprise qui veut investir, par exemple, dans sa chaîne d'approvisionnement, puis elle dit, moi, j'ai une de mes PME, là, un bon petit fournisseur, je veux lui donner un coup de main, je veux l'aider, il est important pour ma chaîne d'approvisionnement. Donc, moi, je suis prêt à injecter en capital action dans cette PME-là pour que la PME puisse continuer à faire affaire avec moi. Puis ça devient peut-être encore plus important dans un contexte de crise comme on a là, où les grandes entreprises vont peut-être vouloir protéger leur chaîne d'approvisionnement, puis il peut y avoir des entreprises qui vont avoir des besoins, des PME qui sont importants dans la chaîne d'approvisionnement, qui vont avoir des besoins, puis que la grande entreprise, moi, je ne veux pas le perdre, ce fournisseur-là, donc je vais l'aider. Ça peut être une façon de sauver des PME qui sont importantes pour la grande entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à ce niveau-là, puis peut-être encore plus qu'avant, mais à cause de la crise. Donc, c'est un crédit d'impôt non remboursable de 30 du montant de la souscription avec un maximum de crédit annuel maximum de 225 000 $. Donc, c'est une société, mettons dans notre exemple, une grande entreprise qui souscrit à des actions d'une PME et on doit être dans les secteurs de sciences de la vie, le secteur de fabrication, transformation, technologie verte, intelligence artificielle ou technologie de l'information. C'est les secteurs qui ont été ciblés par la mesure. L'investissement, il doit être dans une PME, donc un capital déclaré de 15 millions et moins et avec des revenus bruts de moins de 10 millions. Donc, capital déclaré, ça, grosso modo, c'est les dettes puis le capital action de la PME. Donc, il ne faut pas que ça dépasse 15 millions. Puis les revenus bruts, recettes brutes de moins de 10 millions. Donc, comme je disais, ça vise les sociétés opérantes. Donc, on ne vise pas les anges et les investisseurs de risque. Et il y a une série de conditions à respecter. Il ne faut pas que ce soit une société qui est associée avec nous. Donc, on ne peut pas faire ça. Une grande entreprise ne peut pas faire ça avec ses filiales. Il faut qu'on ait aussi, il y a une condition également qu'il va y avoir une détention minimum de 5 ans de l'investissement. Donc, la grande entreprise qui investit dans la PME, c'est 5 ans de détention minimum qui va être là. Ça va prendre une attestation délivrée par Investissement Québec. Donc, il faut planifier ça à l'avance. Là. On peut pas dire, OK, je vais te faire un chèque de 750 000 puis émets-moi des actions, puis je vais avoir le droit au crédit. Il faut vraiment qu'il y ait une demande qui est faite par la PME auprès d'Investissement Québec, puis elle obtienne une attestation pour dire qu'elle qualifie à ce niveau-là. Et ça commence là, à partir du 31 décembre, donc c'est pour les souscriptions d'actions qui vont avoir lieu après le 31 décembre 2020, ce programme-là. Donc, programme intéressant dans la situation de crise actuelle, là, surtout pour peut-être au niveau des chaînes d'approvisionnement, là, pour sécuriser certaines chaînes d'approvisionnement pour plusieurs entreprises. L'autre mesure qui avait été annoncée, c'est le report de 4 ans de l'échéance pour qualifier aux grands projets d'investissement. Là. Donc, il y a quelques grands projets d'investissement puis on voulait continuer à avoir ces projets-là qui viennent au Québec. Et donc, on a reporté de 4 ans l'échéance. Donc, on prolonge dans le fond le programme encore. Donc, c'était les points au niveau des mesures budgétaires que je voulais recouvrir avec vous, étant donné qu'on était loin des mesures. Qu'on a vite oublié ces mesures-là. Donc, c'est quelque chose qu'on remet sur nos radars là, pour voir puis se préparer parce qu'il y a certaines de ces mesures-là qui vont s'en venir bientôt là, à partir du 1er janvier 2021. C'est pas mal ça, Christian. Je pense qu'on peut commencer la période de questions. Là. Je vois qu'il y a plusieurs questions déjà. Je ne sais pas, Christian, s'il y en a que tu voulais aborder de ton côté. Merci, Stéphane.
Alors, merci à tous les participants. Je vous invite à poser d'autres questions. Je le sais que vous en avez posé déjà quelques-unes. En attendant que d'autres rentrent, parce que on a répondu à plusieurs de ces questions-là directement Parfait. en ligne, par écrit. Peut-être juste revenir sur certaines. Il y a quelqu'un qui parlait du 40 de l'économie qui a été fermée pendant les 8 premières semaines de la pandémie. Mon PIF me dit que ce 40 %-là a été calculé en additionnant la contribution au PIB de différents secteurs qui ont complètement fermé leurs portes. Là. Je pense à la restauration, je pense au commerce de détail qui est presque complètement fermé, à part les services essentiels. Je pense au secteur manufacturier. Donc, je présume que c'est comme ça que Québec a calculé son 40 % de fermeture. Il y a d'autres secteurs, à contrario, qui n'ont pas ralenti, d'autres qui ont même connu une croissance là, au cours des dernières semaines. Je pense à tout le domaine des technologies de l'information, la cybersécurité, les technologies de la santé, les sciences de la vie, etc. Donc, il y a certains secteurs qui ont moins ressenti les effets négatifs de la pandémie et qui ont pris le relais. Et ce qui explique en fait pourquoi les prévisions là, de décroissance pour 2020 sont à peu près 6 %, autour de 6 %, dépendamment des pays. Mais comme je te le disais tout à l'heure, Stéphane, dès 2021, le retour à la croissance va être à peu près dans les mêmes eaux, donc de plus 6 %. Donc, selon les prévisionnistes, là, une reprise qui va être plus en forme de V. Puis, on s'attend à ce que le Québec retrouve à la fin 2021, donc dans un petit peu plus qu'un an, le niveau de PIB qu'il a atteint en 2019. Les fondamentaux économiques sont bons. On a reçu une question, Stéphane, Oui. sur est-ce qu'on trouvait que c'était trop optimiste, là, les prévisions de Québec. Difficile de le dire. Je pense que, sérieusement, en ce qui me concerne, les prochaines semaines vont être déterminantes. On va voir là, comment le déconfinement va venir affecter la crise sanitaire. Est-ce que ça va continuer à diminuer? Puis on en parlera beaucoup moins à la rentrée en septembre, à l'automne, ou donc, est-ce qu'on va revivre une deuxième vague? Auquel cas, évidemment, la contraction économique va être, je pense, plus forte qu'anticipée. Parce que, tu sais, si on a fait, tu sais, dans le fond, si les prévisions qui sont là, c'est ce qui s'avère réel, dans le fond, ce qu'on va avoir fait du surplace. C'est quand on regarde les deux exercices, c'est comme si on a fait du surplace pendant 2 ans. Tu sais, une grosse baisse avec une grosse augmentation, puis ça donne à peu près 0 en termes de croissance du PIB, ce qui n'est pas la fin du monde en bout de ligne, là, si c'est ça le résultat. Là. Fait que ça devient intéressant, mais encore là, on n'a pas de boule de cristal pour voir si ça va être ça les résultats. Mm-hmm. Tu as reçu une question, Stéphane, oui. Là, qui vient d'être posée par Pascal Lemay. Puis je te laisse y répondre, mais peut-être juste avant, c'est vrai que dans ce qui a été présenté par Québec la semaine dernière, il n'y a pas beaucoup de nouvelles mesures significatives là, pour les entreprises. La plupart de ces mesures les plus importantes avaient déjà été annoncées dans le budget de mars. Ce qu'on me raconte, c'est qu'il y aura peut-être là, quelque part à l'automne des nouvelles mesures qui seront annoncées dans un genre de mini-budget. Mais ce qui a été dévoilé la semaine dernière, c'est pas mal plus une mise à jour du portrait macroéconomique, là, un portrait des finances publiques du Québec que des nouvelles mesures destinées à stimuler l'investissement et l'innovation des entreprises. Oui, effectivement. Pour la question de Pascal, dans le fond, bon, la ville de Montréal a développé son plan de relance là, de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des mesures provenant du budget de mars qui aideront cette relance-là? Je pense que les mesures, il y a beaucoup d'entreprises d'intelligence artificielle, des domaines des technologies de l'information. Je pense que ces mesures-là peuvent aider, là, autant au niveau de l'acquisition d'équipements que le crédit de capital synergie aussi. Ça peut peut-être être des choses qui vont pouvoir aider à la relance, là. Mais autre que ça, c'était quand même seulement 600 millions. Ça c'est des prévisions, là. 600 millions sur 5 ans, les mesures qui ont été annoncées. Donc, il y a peut-être, selon comment l'économie va évoluer, ça va peut-être prendre des mesures avec un impact encore plus grand si nécessaire. Il va peut-être avoir un coup de barre qui va être donné pour faire ça. Puis de l'autre côté, fait que on peut s'attendre soit au prochain budget, soit à l'automne, dépendant comment la situation va évoluer, avoir peut-être des mesures encore qui vont être plus, qui va donner, il va y avoir encore plus de sous
mis là-dedans pour favoriser l'investissement puis favoriser les acquisitions. Par exemple, la mesure de crédit d'impôt de capital synergie, je ne sais pas comment ça coûterait, mais si on amène ça et qu'on l'applique à pas juste dans un contexte de synergie, mais dans un contexte de favoriser l'investissement de capital de risque, ça pourrait être une mesure super intéressante qui viendrait là, mousser les investissements au Québec. Là. Je sais qu'il y a certaines provinces dans l'Ouest qui ont une mesure un peu similaire, là, où ils encouragent le capital de risque, peut-être même à un niveau plus au niveau même des individus. Mais tu sais, dans un contexte d'incertitude comme on est là, pour peut-être aider les investisseurs à embarquer encore plus dans nos entreprises au Québec, peut-être cette mesure-là, d'enlever le bout synergie puis d'offrir ça à plus d'investisseurs, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant dans un prochain budget, par exemple. Puis l'autre chose à voir venir, c'est, bon, OK, on sait, puis là, je switch peut-être 2 petites minutes sur le fédéral, mais on sait qu'au niveau fédéral, les coûts des mesures sont quand même très, très importants. On va avoir une mise à jour économique là, bientôt. Là, il y a une crainte là, au niveau de ce que ça va représenter en termes de hausse d'impôts, parce qu'à un moment donné, il va falloir payer la facture. Là, ça va être quelque chose. Puis en même temps, augmenter les impôts, c'est pas bien le temps quand on est en crise économique de faire ça. Fait que ça aussi, ça va être quelque chose qui va être intéressant à suivre là, dans les prochains mois, puis jusqu'au prochain budget fédéral, entre autres. C'est quelque chose d'intéressant aussi qu'on va suivre de notre côté. Oui, puis je rebondis sur ce que tu viens de dire, Stéphane, parce que c'est clairement indiqué dans la conclusion du portrait qui a été dévoilé par Québec la semaine dernière, à l'effet qu'il n'est pas question d'augmenter le fardeau fiscal des Québécois au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Pas non plus question de remettre en question la volonté de bâtir une économie verte et puis non plus que de réduire les services à la population. Donc, pas question non plus de couper dans les services publics pour assurer un retour à l'équilibre budgétaire. Donc, je pense que le gouvernement était très clair à ce niveau-là. Comme tu dis, c'est intéressant la mesure là, de capital de risque d'appliquer ça à toutes les entreprises. Le crédit d'impôt aussi à l'investissement, pas mal intéressant, quand qui a été annoncé au mois de mars. Maintenant, il faudra voir la quantité d'entreprises qui vont s'en prévaloir au fur et à mesure que l'économie va déconfiner. On a une autre question, Christian, c'est Robert Courteau pour avoir, est-ce qu'on pense qu'il va y avoir plus de mesures formelles d'achat local là, de la part des 2 paliers du gouvernement? Là, je sais qu'on a une initiative au Québec, mais on n'a plus entendu parler beaucoup dans les dernières semaines. Là. Fait que je ne sais pas si tu as de la visibilité de ton côté. Moi, j'en ai pas vraiment plus là, que ce qu'on a vu passer jusqu'à maintenant. Puis il n'y avait pas rien non plus dans l'énoncé économique là, de nouveau relativement à l'achat local, là, je pense. Mm-hmm. Je sais pas non plus. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été annoncés? Oui. Évidemment, le rôle de Montréal International, c'est d'accélérer l'internationalisation de l'économie de Montréal. Ce que je peux vous dire, c'est que le Québec puis Montréal, ce sont des petites économies ouvertes. Donc, tout le monde aime le panier bleu. Tout le monde aime le panier bleu, bien entendu. Mais je pense qu'il faut absolument, si on veut que l'économie du Québec et de Montréal reprenne pleinement le rythme d'avant la crise, il va falloir que l'international continue d'y jouer un rôle clé et que les filiales de sociétés étrangères se remettent à investir, puis se remettent aussi à donner de l'ouvrage à nos PME locales. Les filiales de sociétés étrangères, évidemment, c'est notre pain et notre beurre à Montréal International. Ça représente 1% des entreprises de la région, mais c'est 10% de l'emploi et c'est 20% du PIB, donc 20% de l'activité économique. Et donc, oui, le panier bleu, mais il ne faut pas oublier, évidemment, l'importante contribution des entreprises étrangères, l'importante contribution de l'immigration aussi à l'activité économique pour des petites économies ouvertes comme celle du Québec et du Grand Montréal. Il ne faut pas perdre de vue aussi que l'économie locale, les écosystèmes locaux sont interreliés avec, évidemment, l'activité économique qui provient de l'international. Je pense qu'on a une autre question. Ça donne l'impression qu'on récupère
en 2020, si on compare en 2020, quels secteurs, selon vous, seront les plus touchés négativement sur 2-3 ans et quels autres secteurs pourront connaître un regain pouvant compenser en partie les pertes permanentes dans d'autres secteurs, selon votre boule de cristal? On va vous envoyer, je peux peut-être commencer, Stéphane, tu peux pas compléter, là, mais je vous ai présenté une diapositive sur comment ça se déclinait, là, les pertes d'emploi par secteur d'activité. Il y a des secteurs plus durement touchés que d'autres. C'est vraiment à géométrie variable. Puis nous, on a réaligné à Montréal International nos activités sectorielles, c'est-à-dire qu'on met beaucoup l'accent sur les secteurs qui continuent de croître en dépit de la pandémie. Je vous en ai donné quelques exemples. Les TI, la cybersécurité, la santé, ce sont des bons exemples. Les secteurs qui impliquent plus de proximité physique, évidemment, sont plus touchés négativement. Comment ça va évoluer dans les 12, 24, 36 prochains mois? Très difficile à prévoir. Moi, je ne veux pas mouiller. Je ne sais pas de ton côté, Stéphane, mais je pense que tout va dépendre de comment cette saloperie de virus va se comporter au cours des prochaines semaines. Puis comment la deuxième vague, si deuxième vague il y a, va venir frapper non seulement le Québec, mais les économies avec lesquelles le Québec a l'habitude de transiger. Puis, je vous l'ai dit en ouverture, le commerce mondial a été durement touché, beaucoup plus que le PIB mondial. On parle de ralentissement de moins 23% du commerce mondial. Et donc, évidemment, ça a des répercussions importantes sur nos économies. Donc, il faudra voir quand les frontières vont réouvrir. Il faudra voir l'impact à la hausse que ça aura sur le commerce mondial, sur le tourisme à l'échelle mondiale. On sait que c'est un important secteur d'activité. Et puis, si les deuxième et troisième vagues sont contenues, j'ai l'impression que dès 2021-2022, parce que les fondamentaux économiques sont bons au Québec. Donc, évidemment, on a l'habitude de voir le verre à moitié plein à Montréal International. On est une agence de promotion. Donc, je pense qu'à l'instar des prévisionnistes, je dirais que je suis d'un optimisme prudent, mais certes d'un optimisme. Puis, on voit là la vitesse. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est la vitesse avec laquelle on déconfine à l'heure actuelle. Je vais juste illustrer le propos avec une petite anecdote, là. Mes deux enfants vont reprendre le soccer compétitif avec contact dès ce soir. Qui aurait cru il y a 2 semaines que les jeunes étaient pour s'enlever le ballon puis avoir des contacts physiques dès le 22 juin. Donc, je trouve que ça déconfine rapidement. Ça, c'est mon point de vue. Croisons-nous les doigts, évidemment, pour que la situation reste sous contrôle. Mais les prochaines semaines vont vite nous le dire, j'ai l'impression. Effectivement. On a une autre question de Céline Martin. Est-ce que le crédit d'impôt capital synergie, est-ce que la grande entreprise doit être canadienne? Dans les critères, dans le fond, c'est un crédit d'impôt qui est non remboursable, donc il faut payer des impôts au Canada pour y avoir droit. Là. Fait que, normalement, ça va être une société canadienne ou une société, entre autres, qui va payer des impôts. Mais à ma connaissance, il me semble que je n'ai pas le détail des conditions, là, mais en autant que ce soit une société, je ne pense pas qu'elle soit obligée d'être contrôlée par des Canadiens. Mais ça prend une société canadienne parce que, dans le fond, le crédit d'impôt est non remboursable. Donc, il faut qu'on l'applique contre de l'impôt payé ici, là, au Québec. Là. Fait qu'il faut que ça soit une société qui paye de l'impôt au Québec pour avoir le droit. Même chose pour les autres mesures. Là, il n'y a pas de discrimination du moment que l'entreprise est basée en territoire québécois. Mm-hmm. Peu importe sa propriété, elle peut y avoir accès. Exact. Ouais. Effectivement. Bon, je ne pense pas qu'on ait d'autres questions. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je vous rappelle que, à moins que tu y vois un inconvénient, Stéphane, mais je pense que tu nous avais déjà dédouané. Notre intention, c'est de partager avec les participants la présentation qu'on a faite ce matin. Elle va être mise en ligne sur notre site Internet. Elle va également être partagée à nos différents partenaires.
Donc, vous pourrez évidemment la consulter d'ici la fin de la journée. Good. Bon, mais je pense que ça fait le tour. On approche les 60 minutes de webinaire. C'est ce qu'on avait prévu. Alors, je sais qu'on a tous des horaires chargés, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence ce matin, des questions pertinentes que vous nous avez posées. Puis, il reste juste à se croiser les doigts pour que l'activité économique reprenne comme le gouvernement le prévoit dans son petit portrait économique. Et là-dessus, je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup, Stéphane. C'est très agréable de partager la tribune avec toi ce matin. Exact. Merci, pareillement. Ça marche. Au revoir tout le monde. Au revoir.